Finir, la stratégie de lutte contre l'automédication, c'est une stratégie globale. Donc, c'est un combat de tous, de l'ARP, de vous étudiants, des professionnels de santé, de la population. Donc, c'est un combat de nous tous. Et nous devons, comme l'a dit la modératrice, renforcer la communication, la sensibilisation. Donc, voilà les éléments de réponse que je voulais apporter aux questions qui m'ont été posées. Merci. Intervention par rapport à la lenteur administrative notée à ce niveau. Donc, c'est vrai, hein, et c'est le problème, si je peux le dire ainsi, de toutes les ANR, les agences de réglementation nationale. Mais sachez que actuellement, à l'ARP, je parle sous le contrôle du professeur Serigne Omar Sarr. Nous avons mis en place un système pour pouvoir diligenter les demandes d'homologation. Professeur Serigne Omar Sarr est là, il a mis en place une équipe, n'est-ce pas, qui se charge d'évaluation ou d'étude des demandes d'homologation. C'est leur quotidien, si je peux le dire ainsi. C'est une équipe de 10 personnes, si je ne me trompe pas. Mais également vous, après avoir soutenu votre thèse, ou bien si vous êtes dans la phase de préparation de soutenance de votre thèse, vous pouvez demander un stage à l'ARP. Le professeur se chargera de vous former, et puis vous allez intégrer l'équipe et vous allez contribuer également au traitement de ces demandes d'homologation-là, ce qui nous permettra, n'est-ce pas, de diligenter les dossiers à temps. Donc, juste pour vous dire que nous avons mis en place une équipe pour pouvoir trouver une solution le plus rapidement possible sur l'octroi des AMM. Il y a également une intervention par rapport à un village reculé où il n'y a pas de pharmacie. Maintenant, vous êtes pharmacien. Il y a l'autorité en charge de la réglementation qui est là. Maintenant, saisissez l'autorité. Vous lui dites qu'il y a mon village situé à tant de kilomètres de la commune et dans un rayon de 20 à 10 kilomètres, il n'y a pas d'officine. Maintenant, nous, à notre niveau, nous allons voir parce que dans les tests législatifs et réglementaires, il est prévu d'ouvrir des dépôts s'il n'y a pas une population, parce que pour ouvrir une officine, il faut 5000 habitants. Donc, dans un village, s'il n'y a pas 5000 habitants, donc, et il n'y a pas également une officine qui est proche de 20 km, dans un rayon de 20 km, on peut ouvrir un dépôt. Et le dépôt sera approvisionné par la pharmacie la plus proche, qui mettra également un responsable du dépôt qui sera sous son contrôle. Donc, il y a également, avant de donner la parole à notre cher professeur, il y a 2 interventions sur Touba, sur Keur Serigne. Donc, je vais vous dire une chose, Keur Serigne bi, les dépôts illégaux de Touba, ça date d'avant ma naissance. D'accord? Et je vous dis également, un ministre ou bien un directeur seul ne peut pas lutter contre ce fléau. Maintenant, je peux vous dire une chose, c'est-à-dire qu'il y a des stratégies dont je ne peux pas étaler ici, mais une chose est sûre, que le directeur général de l'ARP, en parfaite collaboration avec nos forces de défense et de sécurité, bien vrai que nous avons signé des conventions avec la police, la gendarmerie et bientôt la douane, c'est des stratégies que nous mettons en place pour pouvoir lutter contre ces fléaux. Et comme il l'a dit, pour tuer un serpent, il ne faut pas couper la queue, il faut couper la tête. Allez à Keur Serigne, dans les dépôts illégaux de Touba, qu'est-ce que vous y retrouvez? Vous y retrouvez des spécialités que vous retrouvez dans les officines. Maintenant, qui a approvisionné Keur Serigne? Qui a approvisionné ces dépôts? Alors que dans ce pays, il n'y a que 2 circuits. Il y a le circuit du privé, il y a le circuit du public. Le circuit du privé est assuré par qui? Par les distributeurs en gros, à savoir Planète Pharma, si je peux le citer. Il y a les grossistes répartiteurs, les officines. Pour le circuit public, c'est la CNPNA, à travers des appels d'offres. Donc maintenant,
les dépôts illégaux, Kër Serigne bi, ce ne sont pas des structures agréées par l'autorité en charge de la réglementation. Donc, qui approvisionne ces structures? C'est une question à se poser. D'accord? Donc, de sorte que nous, les stratégies que nous mettons en place, c'est de quoi? C'est de couper le serpent par la tête, en coupant le système d'approvisionnement, en veillant strictement sur le respect des chaînes d'approvisionnement, aussi bien dans le public, aussi bien dans le privé. Et je pense que si nous arrivons à assurer ces chaînes d'approvisionnement-là, ces fléaux-là seront bientôt de vieilles souvenirs, si je peux le dire ainsi. Donc, je vais passer la parole à notre cher professeur pour apporter des contributions, ou bien Dr Kamara. Donc, je vais donner à notre cher collègue Dr Kamara pour qu'il puisse apporter également ses contributions. Merci. Merci à nos chers maîtres, le professeur Serigne Massa, le professeur Absalam, Dr Moussa Diop, ainsi que nos autres collègues, Dr Sow, Dr Khadija, Nima, Dr Seini et Dr Aliou. Donc, par rapport aux questions qui ont été posées, donc pour les médicaments à base de plantes, comme l'a dit Dr Khadija, donc les médicaments à base de plantes existent au niveau de nos officines. Donc, vous savez qu'un médicament peut être d'origine chimique, biologique, naturelle, etc. Donc, il y a des médicaments qui sont à base d'extraits de plantes, donc qui ont été commercialisés. Et l'ARP actuellement est en train de travailler sur des textes donc, pour faciliter la mise à disposition de médicaments à base de plantes. Donc, un conseil qu'on peut donner, donc, il faut toujours s'assurer du respect du circuit de distribution. Donc, ce n'est pas que vous êtes pharmacien, quelqu'un vous propose un médicament à base de moringa ou un médicament à base d'une autre plante qu'il faut l'utiliser. Il faut toujours s'assurer d'un approvisionnement auprès des grossistes répartiteurs. Parce que tout produit a été validé au niveau de l'autorité de réglementation avant sa mise à disposition au niveau des grossistes répartiteurs. Ça, c'est un principe fondamental qu'il va falloir toujours respecter. Donc, aussi bien pour les médicaments à base de plantes que pour les autres catégories de médicaments. Donc, nous allons aborder le deuxième point, qui est la lutte contre les médicaments de qualité inférieure ou falsifiés. Ça également, ça c'est un principe fondamental, donc de s'assurer du respect du circuit de distribution. Après, les stratégies qui sont développées par l'ARP, donc c'est des stratégies multisectorielles. Donc, au niveau de l'ARP, donc d'abord quand on a analysé la situation, donc on a donné l'exemple de Touba. Donc, parmi les causes, il y avait l'absence de structure de dispensation, d'officine. Donc, qu'est-ce que l'ARP a fait et la DPM depuis plusieurs années? C'est d'augmenter le nombre de sites d'officines. Donc, on a eu à octroyer plusieurs officines en 2018, en 2020, en 2021. Donc, 10, puis une vingtaine, donc plus de 30 officines en 3 ans, 4 ans. Ça va accroître donc la disponibilité des structures de dispensation. Mais ce n'est pas la seule stratégie. Donc, les autres stratégies, il y a l'inspection pharmaceutique, il y a la surveillance post-marketing, il y a le suivi des approvisionnements, donc il y a l'homologation qui permet de s'assurer la mise à disposition de médicaments de qualité et également de médicaments de qualité et accessibles. Donc, parce qu'au niveau de l'homologation, il y a donc la régulation des prix des médicaments. Donc, il y a beaucoup de médicaments à qui on a octroyé des baisses de prix, donc sur sollicitation des laboratoires, et il y a une politique de promotion des génériques, des médicaments de génériques qui a facilité donc la mise à disposition de génériques de qualité et moins chers. Tout ça va contribuer à la lutte contre la prolifération des médicaments de qualité inférieure ou falsifiés. Ça, c'est du volet ARP. Il y a d'autres collaborations avec les forces de défense et de sécurité, avec la douane pour le contrôle des importations, donc avec les autres entités. Donc, quelqu'un a parlé de la publicité, donc on compte collaborer également avec le CNRA donc, pour réguler tout ce qui est publicité de médicaments, donc qui vise à sécuriser la chaîne d'approvisionnement. Donc, c'est une lutte multisectorielle. Après, il y a un volet politique, donc les responsables s'en chargent, mais je voudrais apporter ces quelques éléments de contribution. Donc, avant de passer la parole à notre cher professeur. Je la vois aujourd'hui à ce niveau-là, j'en suis très fier. Toutes nos félicitations et encouragements
Félicitations également à toute l'équipe, hein, Dr Sow, Dr Kamara, Dr Seni et tout le monde qui est là aujourd'hui. Alors, je vais commencer d'abord par marquer mon désaccord par rapport à mon ami et frère, professeur Moussa Diop. Il a bien précisé que c'est la casquette politique qui a parlé. Et nous, ici, nous sommes dans un cadre académique. Il n'y a pas de tabou. Nous sommes dans un cadre scientifique et vous êtes libre de réfléchir, de partager vos réflexions et à nous aussi d'avoir la hauteur et l'intelligence d'apporter les réponses appropriées à vos questions, à vos préoccupations. C'est comme ça qu'on vous a formé et c'est comme ça qu'on continue à former à l'université. C'est le lieu de débat, c'est un lieu de contradiction, ce n'est pas un lieu de positionnement politique, ce n'est pas un meeting, ce n'est pas une réunion politique, c'est une réunion scientifique d'abord et de santé publique. Donc, vous avez bien fait de poser ces questions. Effectivement, c'est la mission de l'ARP de sécuriser l'usage des médicaments sur tout le territoire sénégalais. Ça, vraiment, on ne se débine pas, on l'assume. Maintenant, cette question, cette problématique, elle est complexe. Elle est abordée sous plusieurs angles. Elle connaît plusieurs composantes scientifiques, mais pas que. Communicationnelles surtout, je regarde Nima de la seule communication, une composante sociologique, mais également une composante politique et coutumière même. Et il va falloir donc avoir l'intelligence d'agir sur ces différents leviers. Et comme Dr Sow l'a dit, nous n'allons pas, l'ARP ne va pas dévoiler au grand jour toutes ces stratégies qui sont en train d'être mises en branle pour pouvoir arriver à bout de ce phénomène-là. Elle n'est pas insoluble. Il y a des solutions, mais ça prendra le temps que ça prendra. Et je pense que ceux qui ont connu cette problématique ou qui s'y intéressent depuis longtemps, c'est mon cas, c'est une de mes thématiques de recherche. Plus de 15 ans, je travaille sur la question, je la connais. Beaucoup de publications, beaucoup de thèses sur ce marché-là. Et une des conclusions à laquelle moi j'ai arrivé, c'est que ce n'est pas par la répression, ce n'est pas par la violence, mais c'est surtout par la sensibilisation, la communication. Je suis parfaitement convaincu qu'avec une bonne communication, une bonne stratégie de sensibilisation inclusive qui impliquerait même les religieux, les coutumiers, les porteurs de voix, n'est-ce pas? Dans ces zones-là, on peut parvenir à montrer aux populations que le médicament que vous achetez sur le marché illicite, il peut être même plus cher que le médicament que vous pouvez avoir dans l'officine de pharmacie. Ça, les enquêtes l'ont montré. Ils font semblant de vous offrir le produit à un prix moins cher. En réalité, le prix de départ est majoré et au bout de négociations intenses, ils peuvent vous donner des rabais. Alors que le rabais, souvent, amène le prix même au-delà du prix homologué en officine. Il n'y a pas de négociation de prix en officine, c'est homologué. Et donc, pour dire que les petites expériences qu'on a menées à l'échelle expérimentale ont montré que si on mène une bonne politique de communication, une bonne politique de sensibilisation continue, pas épisodique, c'est coûteux, ça demande des ressources pour maintenir cela, mais moi je pense et je suis convaincu que c'est une des solutions. À Touba, il ne faut pas qu'il y ait de tabou. Les questions perdues parce qu'on les aborde avec beaucoup de tabous, avec beaucoup de gêne. Non, il n'y a pas de gêne à trouver des solutions au problème des populations. Sinon, ce n'est pas de l'équité à la limite. Le Khalif général a investi des centaines de millions pour mettre en place un centre de traitement de dialyse pour lutter contre ces fléaux. Alors ça, c'est celui qui investit autant de millions pour protéger sa population. Je pense que s'il est bien sensibilisé, il ne va pas laisser prospérer. La cause de ces dépenses-là, cet argent aurait pu être redéployé dans l'université, dans les écoles coraniques, etc., etc. Donc c'est juste pour dire que si on lève ce voile du tabou et qu'on ose poser la question en des termes très scientifiques, très concrets, de manière inclusive, il est bien possible de trouver des solutions. Ce que je voudrais vraiment aborder. Donc n'ayez pas peur d'aborder la question. Et je vous dis que dès l'année prochaine, Inch'Allah, il y a un nouveau module sur les PQF qui est implémenté en 3e année, qui démarrera déjà. Alors, vous n'en voulez pas? Voilà, et dans ce module-là, c'est un module. Alors,
ce sera pas pénible, hein, ce sera pas pénible, je vous rassure, hein, ce sera pas pénible du tout. Donc c'est un module que l'OMS a recommandé aux universités vu l'ampleur de la problématique qui est mondiale. Le Sénégal n'est pas une exception en fait. C'est pourquoi je dis qu'il ne faut pas avoir peur d'en parler. Et l'OMS est tellement consciente de cela que nous avons participé au développement de ce cours qui a été testé en pilote déjà il y a 3 ans et maintenant qui est implémenté comme unité d'enseignement en 3e année de pharmacie pour sensibiliser sur toutes les composantes de cette problématique-là. Ça permettra aux uns et aux autres d'être mieux outillés, d'être mieux préparés à cela. Donc ça que je voudrais vraiment apporter par rapport à ça. Donc rassurez-vous, l'ARP travaille sur toutes les questions qui touchent aux médicaments, qui touchent à la problématique de la santé publique, mais toutes les stratégies ne vont pas être dévoilées au grand jour. Ok? Par rapport aux phytomédicaments, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau, il y a une pharmacopée OS qui est là, le Sénégal va bientôt adopter sa pharmacopée nationale. Et donc, il y aura des recommandations, l'homologation de ces médicaments à base de plantes, des herboristeries vont être créées, l'arrêté est dans le circuit, vous verrez bientôt des boutiques où on va vendre des plantes médicinales de manière encadrée. Les plantes ont fait l'objet d'études de toxicité, d'inéquité, d'efficacité. Allez consulter le site de l'OAS, l'Organisation africaine de la santé, la pharmacopée, elle est là-bas. Les plantes sont listées avec toutes les études sur leur inéquité, leur toxicité, etc. Un système de vigilance est en place, la phytovigilance, ça fait pas des vigilances pour pouvoir détecter ces effets indésirables qui peuvent survenir au grand jour. Donc, l'automédication maintenant, je pense que la sensibilisation jouera un rôle, mais il faudra que l'officine de pharmacie retrouve toute la place qui est la sienne dans le dispositif de fourniture de soins au Sénégal. Et Pharma SCR, je pense que si vous regardez sa signification, ce sont les soins pharmaceutiques tout simplement. Et je vous encourage à persévérer, à nouer des partenariats avec l'ARP, le centre Antipoison, pour relire les messages au niveau de la communauté, dans vos villes, dans vos communes, dans vos villages, afin de montrer aux populations que vous pouvez avoir accès à des médicaments de qualité à moindre coût à côté de l'officine. Actuellement, je ne pense pas que vous puissiez faire 30 km, 40 km sur le territoire sénégalais, là où il y a des populations, sans avoir une officine à disposition ou un dépôt légalement autorisé à disposition. Donc, c'est juste une question de communication, de sensibilisation surtout, et je pense que la cellule de communication a pris bonne note pour cela. Voilà donc, mesdames, messieurs, ce que je voudrais apporter comme contribution. La question a pris beaucoup de temps. À mon intérêt et l'actualité de cette problématique qu'il va falloir continuer à explorer afin de protéger la santé des populations. Voilà, donc je vous remercie. Merci, professeur. Merci beaucoup. Donc, vos questions ont montré votre intérêt et je pense qu'après ces réponses-là, l'ombre est levée sur toutes vos interrogations. Nous vous remercions chaleureusement pour tout ça. Nous allons passer au deuxième thème, pas des moindres, qui est la prise en charge des intoxications médicamenteuses, qui sera animé par le professeur Absalam Faye, qui est médecin agrégé en toxicologie, la première et la seule spécialiste dans cette discipline au sein de l'espace CAMES. Elle a, après une formation à l'UCAD, puis des spécialisations en France, au Maroc et au Sénégal, elle a soutenu son doctorat en toxicologie en 2017 avant de devenir enseignante-chercheuse au laboratoire de toxicologie. Elle est aujourd'hui responsable de l'information toxicologique au Centre Antipoison de Dakar et elle encadre des recherches sur les envenimations, les intoxications médicamenteuses et la pharmacovigilance. Je vous prie de l'accueillir avec des applaudissements. Alors, je suis honorée d'être conviée à cet enseignement post-universitaire. Donc, je veux remercier les Pharma Healthcare Assistants de m'associer à cet enseignement post-universitaire avec des collègues, à côté de collègues de maître, le professeur Serigne Omar Sarr, à qui je rends hommage à chaque fois pour son éloquence, sa pertinence dans les idées. Donc, prof, je sois tous mes hommages, à côté de collègues de l'ARP, de la faculté de médecine et de pharmacie. Chers étudiants,
je vous remercie de m'avoir accueilli aujourd'hui pour cela. Merci beaucoup. Donc, cet après-midi, on va parler de la prise en charge des intoxications médicamenteuses. Il s'agit de thématiques très importantes. D'ailleurs, même, on en a un peu parlé avec l'automédication, sachant que suite à l'automédication, on peut avoir aussi des cas d'intoxication médicamenteuse. Ce n'est pas un problème purement pour les pharmaciens. D'ailleurs, il y a quelques médecins, très peu d'ailleurs, vous auriez pu inviter des médecins. Parce que certes, c'est le pharmacien qui va dispenser, mais avant la dispensation, il y a la prescription. Et la prescription, c'est le médecin. Je dis tout le temps à mes étudiants en médecine, vous devez connaître les médicaments. Les médicaments, ce n'est pas seulement pour les pharmaciens. Parce que si on ne connaît pas un médicament, on ne pourra pas voir quelles sont les conséquences, même sur le plan thérapeutique, voire même le danger que ça peut entraîner. Donc, certes, les médicaments, un service rendu, mais ça peut entraîner des effets néfastes. Donc, en introduction, on va définir déjà c'est quoi l'intoxication médicamenteuse. Il s'agit d'ingestion ou d'exposition à des médicaments en quantité excessive ou suite à une interaction pouvant créer des effets néfastes sur la santé. On parle d'ingestion en général parce que c'est par voie orale qu'on enregistre plus les cas d'intoxication médicamenteuse, mais il ne faut pas omettre aussi les autres voies d'exposition. Par exemple, un praticien qui va s'exposer à des produits tels que la chimiothérapie, par exemple, des anticancéreux, ça peut entraîner des cas d'intoxication. Des erreurs thérapeutiques aussi, ça peut entraîner, on va revenir sur les circonstances. Mais globalement, le plus souvent, les cas d'intoxication, c'est par voie orale, donc par ingestion. On peut cela peut revêtir plusieurs formes. On peut avoir des formes aiguës. Les formes aiguës, c'est souvent une urgence médicale. L'urgence médicale qui peut d'ailleurs engager le pronostic vital. Tout à l'heure, l'étudiant en médecine parlait du syndrome de Lyell. On va y revenir. Je ne suis pas d'accord pour porter plainte pour un syndrome de Lyell. Alors, pour les formes chroniques aussi possibles, autant des cas d'intoxication aiguë qui peuvent engager le pronostic vital, mais on peut avoir aussi des formes chroniques. Suite à une exposition sur le long terme, observer des effets néfastes et ces effets peuvent entraîner des atteintes d'organes. On a parlé tout à l'heure de néphropathie, d'hépatotoxicité de certains médicaments, possiblement. On va y revenir. Et pour cela, il faut une pharmacovigilance, une surveillance de l'utilisation de ces médicaments. Alors, pour la prise en charge, il faut savoir reconnaître l'intoxication. D'emblée, on peut avoir des intoxications bénignes, on va en parler dans la prise en charge. On peut avoir des intoxications graves, voire potentiellement graves, c'est-à-dire qui peuvent évoluer vers des séquelles, voire des complications. Alors, pour un peu montrer l'ampleur de ce problème, de cette problématique, on va parler d'épidémiologie, surtout des données des centres antipoison. On a une présentation après du centre antipoison, je pourrais plus donner de détails sur les missions, les activités du centre antipoison. En France, il existe plusieurs centres antipoison, presque dans des pôles, une dizaine de centres antipoison si on prend les dom-toms en même temps. Il s'agit de la première cause des hospitalisations avant 30 ans. Donc, les intoxications médicamenteuses sont nombreuses. Environ 28% de la base de données. Par an, les données de 2006, par exemple, c'est les dernières données de tous les centres antipoison, mais presque chaque pôle de centre antipoison a des données. Mais de manière globale, environ un peu moins de 200 000 cas, actuellement, ils sont à plus de 200 000 cas par an. Ne regardez pas les chiffres du Sénégal, mais la France, les centres existent depuis très longtemps. Et aux urgences aussi, on reçoit 20 à 60% des cas d'intoxication médicamenteuse en France. En Afrique, le centre le plus développé, c'est le centre marocain. Donc le centre antipoison du Maroc, où on a le même profil. Première cause d'appel au centre antipoison, pour les données de 2022. Environ un peu moins de 5 000 cas, et on retrouve 39% d'intoxication liée aux médicaments. Au Sénégal, c'est aussi la première cause des appels. De toute la base, on va revenir sur la présentation, depuis 2009 que le centre existe, jusqu'en 2023, nous avons enregistré plus de 2000 cas, et parmi cela, environ le quart
constituent des cas d'intoxication médicamenteuse. Donc, pour dire que les médicaments posent problème. En fonction des années, pour certains, on a les médicaments, pour d'autres, on a quelquefois les produits à usage domestique. Pour dire qu'on ne s'intoxique que ce qui est à portée de main. Mais en Afrique, on note quand même une sous-notification, parce que les cas ne sont pas enregistrés. Au Sénégal, nous avons un seul centre qui est à Dakar. Et même en général, c'est Dakar qui enregistre beaucoup plus de cas. Pourquoi pas dans les régions? Ça ne veut pas dire que les cas d'intoxication n'existent pas dans les régions. Mais cette sous-notification est réelle dans nos pays. Les circonstances d'intoxication sont nombreuses, mais souvent regroupées ainsi. On a des circonstances accidentelles. Parce que pour la prise en charge, il faut bien voir quelles sont les circonstances de survenue. Un surdosage, en général, pour parler d'intoxication. Mais il peut s'agir d'accidents domestiques, les médicaments qu'on a dans les maisons. Donc tout à l'heure, ma collègue, Dr Khadija, disait les boîtes dans nos maisons, les boîtes à pharmacie. Moi, je me souviens quand j'étais beaucoup plus jeune, quand il y avait la prévention contre le palu, quand j'allais en vacances chez ma grand-mère dans le salon, elle avait une grosse boîte de Nuvaquine qui représentait plus de 10 fois, voire 20 fois même la dose mortelle. Donc des comprimés qu'elle nous distribuait tous les mercredis. Des fois on avalait, des fois on jetait derrière parce que c'était pas bon. Pour dire que c'est d'ailleurs la raison pour laquelle actuellement il y a eu cette résistance avec la chloroquine. L'erreur thérapeutique. L'erreur thérapeutique pour les cas d'intoxication, c'est surtout le dosage. Erreur de dosage. Les erreurs, c'est le médecin, c'est aussi les mamans, surtout chez les enfants, qui donnent des doses supérieures et qui peuvent entraîner des cas d'intoxication. L'automédication, on en a parlé de long en large, ça peut entraîner aussi des cas d'intoxication. L'association de médicaments, pareil, surtout pour les interactions médicamenteuses, dans même la définition, on a l'interaction médicamenteuse qui peut être source d'intoxication. Et l'association de médicaments, très fréquent, le paracétamol. Je donne tout le temps l'exemple du paracétamol parce que nous tous, on a pris du paracétamol. Et on prend du paracétamol associé à d'autres molécules qui contiennent encore du paracétamol et ça peut entraîner des cas d'intoxication. Chez les sujets âgés aussi, des interactions médicamenteuses parce que souvent ce sont des polymédications qui sont pratiquées. À côté des intoxications accidentelles, il y a les intoxications volontaires. Les tentatives de suicide et les suicides. Les suicides vont bien sûr mener au décès, mais les tentatives de suicide aussi sont nombreuses, surtout pour les cas d'intoxication médicamenteuse. Sans oublier l'addiction, la particularité des produits psychoactifs. Donc, avec l'addiction, on a surtout cette pharmacodépendance et qui est en train de prendre une grande ampleur. Donc, le mésusage avec ces dérivés morphiniques, les opiacés, qui vont entraîner les opioïdes, en même temps ces médicaments à base de morphine, qui vont entraîner des cas d'intoxication. Pareil pour l'abus, c'est-à-dire qu'un sujet peut, de sa prescription, abuser de, par exemple, anxiolytiques, de benzodiazépines en général, ce qui entraîne des cas d'intoxication très fréquents. Et pour cela, il faut pouvoir poser le diagnostic, parce que pour une prise en charge, il faut reconnaître. Le diagnostic, je ne rentre pas tout à fait dans les détails, parce que c'est quand même au cas par cas, mais les signes sont en fonction de la quantité qui a été ingérée. La quantité, mais aussi la nature du produit. De sa cinétique, donc depuis l'absorption jusqu'à l'élimination, le métabolisme, mais aussi le mécanisme de toxicité de ces molécules. Et pour cela, il faut bien sûr avoir la symptomatologie qui peut être clinique ou paraclinique. Une symptomatologie immédiate, en général, qui peut entraîner des signes de détresse, et ces signes peuvent évoluer vers un décès. On peut aussi avoir une symptomatologie secondaire, retardée, c'est l'atteinte des organes, comme on l'a dit tout à l'heure, les néphropathies, les hépatopathies, avec le paracétamol par exemple, le système nerveux, donc atteinte au niveau du système, surtout pour la pharmacodépendance, souvent ces sujets terminent en psychiatrie, parce que ça entraîne des troubles psychiatriques qui peuvent quelquefois même entraîner des psychoses irréversibles. Alors, l'analyse toxicologique va permettre aussi de confirmer les diagnostics, mais qu'on fait rarement. Rarement, parce que si on connaît le médicament qui a été ingéré, on connaît la quantité, le principe actif, le mécanisme, on connaît la symptomatologie en concordance, en ce moment,
on pourra d'emblée poser le diagnostic sans aller à l'analyse toxicologique, c'est-à-dire le dosage du médicament dans le sang. Mais quand il s'agit d'un intérêt médico-légal, un empoisonnement, des suicides, etc., ou une mort suspecte, il faut obligatoirement en ce moment faire l'analyse toxicologique. S'il y a un intérêt pronostic, par exemple pour le paracétamol, il faut faire la paracétamolémie pour pouvoir évaluer le risque d'hépatite cytolytique. Pas pour poser le diagnostic, on sait que le sujet a pris une quantité telle qui peut entraîner une symptomatologie qu'on observe, cette cytolyse, le diagnostic est posé et on sait qu'est-ce qu'il faut faire pour le traitement. Mais pour évaluer le pronostic d'hépatotoxicité, il faut faire la paracétamolémie. Dans le cadre de la recherche, bien sûr, il faut faire les dosages toxicologiques. Les facteurs de risque, il faut toujours les prendre en compte. L'âge, donc les âges extrêmes, que ce soit les enfants ou les sujets âgés, sont plus vulnérables. Ma camarade, collègue Khadija a parlé tout à l'heure de l'exemple de cet anti-acnéique qui, pour le sexe, il faut faire attention chez la femme en âge de procréer même. Même pas la femme enceinte, mais la femme en âge de procréer. Donc, en ce moment, on peut noter une tératogénicité qui est importante. Pour le polymorphisme, les acétyleurs lents, acétyleurs rapides, peuvent aussi influencer sur l'intoxication. Le terrain, une comorbidité, voire même les antécédents. Donc, pour pouvoir, bien sûr, évaluer une intoxication médicamenteuse, il faut prendre en compte tous ces aspects. Et tous ces aspects vont permettre d'évaluer la gravité, parce qu'on a vu dans la définition que certaines intoxications pouvaient être bénignes. La gravité, c'est évaluer la dose, évaluer le délai de prise en charge. Le délai de prise en charge, c'est aussi important parce qu'on va évaluer la gravité par rapport aux paramètres pharmacologiques. Donc, la demi-vie plasmatique, etc., le pic plasmatique, l'élimination, etc. Donc, il faut tout le temps évaluer le délai de prise en charge. Les effets toxiques du médicament, bien sûr, il faut connaître aussi le médicament, la symptomatologie et finalement les facteurs de risque associés. Et pour cela, il faut quand même interroger le patient pour savoir combien il a pris, quel est le produit. S'il n'est pas conscient, il faut interroger l'entourage, faire l'examen clinique, l'examen paraclinique. Ce sont des examens complémentaires. Certains vont orienter le diagnostic, d'autres vont confirmer. Par exemple, pour le cas du paracétamol, si on fait les transaminases, on va avoir des transaminases élevées qui vont expliquer une atteinte hépatique, par exemple. C'est un élément d'orientation. Mais c'est la paracétamolémie qui va confirmer, par exemple, le diagnostic. Par exemple, pour les benzodiazépines, un sujet peut prendre une quantité importante de benzodiazépines, se retrouver dans le coma et avoir des examens complémentaires tout à fait normaux. Donc, un sujet dans le coma, détresse respiratoire, bilan normal, ce n'est pas anodin, surtout s'il s'agit d'intoxication. C'est un élément d'orientation dans ce sens. Et pour confirmer, bien sûr, il faudra doser le médicament qui a été utilisé. Et c'est pour ça que, pour la prise en charge, il faut être méthodique. Et cette méthodologie va d'abord commencer par une attitude pratique. Devant toute suspicion d'intoxication aiguë, il faut des mesures d'urgence. D'emblée, ce qu'elle faut même, c'est la réanimation. S'il y a des défaillances cardiaques, respiratoires, voire neurologiques, c'est la réanimation. L'administration d'antidotes, des méthodes de décontamination, on va revenir sur cela, et un suivi psychologique, psychiatrique obligatoire en cas de tentative de suicide. Ça, c'est obligatoire. On ne le fait pas tout le temps, mais dans les pays plus développés, avant que le sujet ne sorte en réanimation, le psychiatre doit venir au chevet. C'est pour évaluer le risque de récidive déjà, et aussi voir pourquoi la personne tente de se suicider. J'aime tout le temps expliquer le cas d'une femme que j'avais suivie pendant un bon moment, qui tentait de se suicider à chaque fois, avec bien sûr ce qui est à portée de main. Une fois, elle a pris 60 comprimés de flagyl. Ça fait peur, mais ça ne fait rien. On va revenir sur les intoxications pénibles. 10 comprimés de parégorique, je ne sais même plus si parégorique existe. Constipation, après, bon, il n'y a rien. Elle prenait des médicaments de ses enfants parce que c'est ça qu'elle avait apporté. On a tenté de sensibiliser. Elle a même une fois bu de l'acide. Heureusement que ce n'était pas très concentré, elle avait des irritations. La consultation psychiatrique n'a pas trop marché dans notre contexte, vous savez comment c'est.
Finalement, un jour, son médecin traitant m'a... Parce qu'à chaque fois qu'elle tentait de se suicider, son médecin traitant m'appelait. Parce qu'elle-même, elle disait à son médecin, appelez docteur Absa. Et moi-même, des fois, elle m'appelait, docteur, si je fais ce cocktail, tel, mélangé, buvé, si je prends ça, est-ce que je vais mourir? Finalement, elle s'est pendue et elle est décédée. Donc, pour dire que pour moi, c'est une défaite. C'est un échec. Parce qu'on n'a pas su, j'ai mon collègue en psychiatrie, à qui je l'avais orienté, qui me demande tout le temps, mais parce que moi-même, je prenais la patiente, j'allais jusqu'en psychiatrie, j'attendais devant la porte, après même, je l'aidais à rentrer. Tellement que j'avais pitié de cette femme. Mais finalement, j'ai dit qu'on a échoué. Pour dire que les tentatives de suicide, il faut tout le temps une consultation psychiatrique. Alors, pour cela, il faut appeler le centre antipoison. Donc, appelez le centre antipoison, voici le numéro, je vous ai vu avec quelques flyers. On a même un numéro orange, parce que le numéro d'urgence, avec les aléas tout le temps, il y a un dérangement et autres pour pouvoir être plus accessible. Appelez le centre antipoison parce qu'il ne faut pas tout mettre sur le compte d'une intoxication médicamenteuse. Il faut essayer d'éliminer les autres causes possibles. Il faut aussi rechercher à connaître le médicament ingéré, la dose et les effets toxiques. De même, voir, le centre va indiquer s'il faut réellement faire l'analyse toxicologique ou pas, voire même ce qu'il faut faire d'emblée. D'emblée, il ne faut pas faire vomir. Il ne faut pas faire vomir, il ne faut rien donner à manger, surtout s'il y a des cas où le sujet a ingéré beaucoup. Le lait, pareil. Donc, j'en parle comme ça, pas de lait. Et devant une forme aiguë, plutôt une forme bénigne, il faut quand même appeler le centre antipoison pour identifier le médicament et éviter les gestes dangereux. Les mamans, en général, vont laisser traîner les pilules au chevet. L'enfant va venir avaler. C'est pas méchant, on va essayer de faire vomir. Ça va faire une fausse route parce que ça va passer au niveau du poumon et ça aggrave l'intoxication. Alors que le médicament en tant que tel pouvait ne pas entraîner d'intoxication. C'est pareil aussi pour les antibiotiques. Les antibiotiques, forme aiguë, plusieurs boîtes, ça va entraîner peut-être des troubles digestifs, etc. Mais ça ne va pas entraîner une défaillance vitale, par exemple. Et pour cela, il faut quand même éviter ces gestes dangereux. L'abstinence thérapeutique est possible dans les formes bénignes. Mais aussi, il faut surveiller à domicile. Surveiller à domicile, ça va expliquer, en ce moment, on va expliquer à la maman ce qu'il faut faire. Et ça désengorge les structures d'urgence. Donc, l'intérêt aussi de rappeler le centre antipoison devant les cas d'intoxication pour pouvoir évaluer cela. Bien sûr, on va aider à accélérer l'élimination, on va revenir sur ces pratiques et mettre en place des mesures de prévention, surtout si c'est des enfants, etc. On va revenir aussi sur les mesures préventives. La conduite à tenir d'emblée, c'est le traitement symptomatique. Le traitement symptomatique va permettre de corriger les défaillances vitales. Les défaillances d'organes, c'est la réanimation, mais tous les organes peuvent être atteints, en fonction, bien sûr, de l'affinité de la molécule. Le tropisme pour certains organes, ça peut entraîner une atteinte de tous les organes. Il faut d'emblée faire un traitement symptomatique. Et l'épuration, j'ai même peu mis en italique, parce que le traitement épurateur, certes, permet d'augmenter ou de faciliter l'élimination avec différentes pratiques, telles que l'épuration rénale, parce que le rein est le principal organe qui va permettre l'élimination. On va accélérer la diurèse par différentes méthodes, l'épuration extra-rénale, etc. L'alcalinisation des urines, surtout pour les molécules qui sont acides. Mais attention, pour les médicaments, il y a beaucoup de limites à cause du grand volume de distribution, mais aussi la fixation aux protéines plasmatiques qui limite l'utilisation de ce traitement épurateur. Mais attention, s'il y a une insuffisance rénale qui constitue une conséquence ou une complication de l'intoxication, il faut quand même préconiser l'épuration rénale. Ce sera en ce moment dans le cadre d'un traitement symptomatique. Le traitement évacuateur, la décontamination, c'est pour réduire l'absorption selon les différentes voies de pénétration. Ici, on parle plus de voies digestives. On va faire la décontamination, mais attention, dans l'heure qui suit l'ingestion. Parce que la décontamination, c'est de pouvoir éliminer donc, ou réduire l'absorption, c'est-à-dire que le médicament est dans le tube digestif, avant qu'il ne soit absorbé, c'est en ce moment qu'il faut agir.
Beaucoup de controverses, quelquefois ce n'est plus réalisé, surtout le lavage gastrique. Donc vous voyez cette technique, ce n'est pas sonde ni aspiration, parce que ça ne va pas passer. Les comprimés de paracétamol ou des gélules ne vont pas passer par cette sonde nasogastrique. C'est le tube de Faucher qu'on utilise en général et qu'on va mettre beaucoup d'eau, une grande quantité d'eau dans le tube digestif. C'est comme si on lavait un bol et maintenant par siphonnage, il faut faire descendre le tube pour que le contenu gastrique puisse être récupéré dans un seau. Je ne sais même pas si cette technique est encore réalisée ici, mais en tout cas, dans les pays développés, ça se fait de moins en moins, voire même plus jamais. Parce que déjà, chez nous, voir un cas d'intoxication moins d'1 heure, c'est rare. Moins d'1 heure. Après, il y a l'absorption, ce n'est plus la peine. Hein? Ou bien même une quantité beaucoup plus importante a été absorbée. Donc, et puis, ce n'est pas un geste anodin. Vous voyez, le tube, il faut le mettre dans la bouche et que ça passe jusque dans l'œsophage. Donc, c'est difficile à réaliser. En général, ça se fait en réanimation. Le charbon activé est utilisable parce que le charbon activé va absorber les comprimés au niveau du tube digestif, mais il faut le faire le plus rapidement possible avec une quantité beaucoup plus importante. Malheureusement, le charbon activé n'existe pas au Sénégal. Donc, ART. Alors, traitement antidotique, c'est le traitement spécifique. Le traitement spécifique qui nécessite un diagnostic. Donc, pour la prise en charge, il faut un diagnostic précis. Parce que le traitement antidotique va neutraliser le toxique. Si on ne connaît pas le médicament, le toxique, on ne pourra pas le neutraliser. Il faut lutter contre l'action du toxique, donc le toxique, il faut le connaître. Je vous donne quelques exemples, les cas d'intoxication les plus fréquents. Donc, sur la base de données, les cas les plus fréquents que nous avons, c'est les benzodiazépines. Les benzodiazépines qui présentent, souvent le sujet présente un coma calme, hypotonique, et l'antidote, c'est le flumazénil ou Anexal. Le paracétamol aussi vient au second plan. Paracétamol seul pourrait être au premier plan. Parce que les benzodiazépines, il y en a beaucoup. Il y a plus d'une vingtaine de benzodiazépines confondues. Mais le paracétamol, rien que le paracétamol aussi, est beaucoup enregistré. Des troubles digestifs, parce qu'il y a la cytolyse, une acétylène, etc. Et l'antidote, c'est la N-acétylcystéine ou flumicide. Les dérivés morphiniques, ce coma avec détresse respiratoire, on a la naloxone ou Narcan, les hypoglycémiants, les sulfamides hypoglycémiants, l'insuline, même dans le cadre du traitement chez le diabétique qui utilise une quantité importante et qui va entraîner une hypoglycémie, c'est le sérum glucosé. En cardiologie, on enregistre beaucoup aussi des cas d'intoxication avec la digoxine. Et l'antidote, c'est les immunoglobulines telles que le Digidope. L'héparine, pareil, dans les coagulopathies aussi, on a beaucoup de cas d'intoxication parce que pour l'héparine et la digoxine, la fenêtre thérapeutique est très étroite. Et pour cela, très rapidement, on peut avoir, avec même les facteurs de risque associés tels que le polymorphisme, etc., on peut avoir des cas d'intoxication fréquents. Ou auquel cas, il faut l'antidote. Parce que, par exemple, l'héparine, ça va entraîner des hémorragies importantes, etc. Alors, l'antidote aussi, les antidotes n'existent pas, à part la N-acétylcystéine, qui existe sous forme orale. C'est la voie injectable qui est plus efficace, parce que si le sujet est en intoxication grave, avec des vomissements, et qu'on lui donne encore une quantité importante d'antidote par voie orale, il va vomir, ça ne va pas être efficace. Mais heureusement que l'antidote est efficace dans son mécanisme d'action, etc. Donc, nous, c'est ce qu'on préconise, c'est ce qu'on utilise et ça marche. Heureusement aussi que, ce que je dis souvent, chez nous, on tente de se suicider, mais on se suicide rarement. Donc, c'est 5 comprimés de paracétamol, 1 gramme, la jeune fille qui prend, etc. Ça ne fait rien, si je peux dire. Ça, après, il y a le foie qui régénère, il n'y a pas de problème. Mais 10 grammes, 20 grammes, 30 grammes, en tout cas, s'il n'y a pas l'antidote, il y a un risque d'hépatite cytolytique qui peut être irréversible. Alors, on va finir par la prévention. C'est important, éviter l'automédication. Tout à l'heure, on a parlé de cas d'automédication, et c'est l'automédication qui entraîne en général des cas d'intoxication. Les médicaments de la rue, je ne vais pas revenir dessus, les médicaments à domicile, vous voyez, thermomètre à côté, c'est la fièvre, on mélange un cocktail et on prend, ça peut entraîner des intoxications ou des interactions médicamenteuses. Donc, il faut ranger les médicaments hors de portée à domicile
contrôler la prise chez les sujets âgés et les enfants, respecter les posologies, contrôler les patients qui sont en psychiatrie, les antécédents psychiatriques qui sont sous antidépresseurs. C'est des cas d'intoxication grave parce qu'ils vont tenter de se suicider avec leurs médicaments. La pharmacovigilance, c'est extrêmement important parce que ça va lutter contre les surdosages, les abus, les erreurs, donc presque toutes les circonstances d'intoxication pour une utilisation sécuritaire du médicament. Et pour ça, il y a les 5 bons médicaments, bonne dose, la bonne voie, le bon patient et le bon moment. Et ceci va permettre de prévenir les effets indésirables et aussi d'optimiser l'efficacité du traitement. Alors, les formations, c'est important. Vous êtes en train d'organiser un enseignement post-universitaire, c'est très important pour la sensibilisation. L'information, la communication, la sensibilisation, avec des affiches, des flyers en fonction des circonstances. Les médicaments de la rue, ça tue. Chez les enfants aussi, les médicaments ne sont pas des bonbons. Donc, ce sont des petits messages qui passent ainsi. Pour, par exemple, les anxiolytiques, préconiser le sport. Donc, c'est des petits messages qui passent ainsi. Et vous voyez, j'aime bien comment ça s'appelle, cette photo-là, derrière, tout à fait en bas, avec l'agence française, pour lutter contre l'abus du paracétamol. Le paracétamol pose énormément de problèmes. Ce surdosage est dangereux. Et c'est pour ça que maintenant, il y a des pictogrammes sur les médicaments, interdits, contre-indiqués chez la femme enceinte, l'acide valproïque, la dépakine, qui a entraîné beaucoup de cas graves d'intoxication. Alors, les revues et publications, par exemple, le Centre marocain, ils sont bien développés. Régulièrement, tous les trimestres, il y a une thématique qui parle des intoxications. Les intoxications médicamenteuses, les erreurs médicamenteuses, etc. Et bien d'autres, parce qu'il y a beaucoup de produits qui sont gérés. Mais aujourd'hui, on parle d'intoxication médicamenteuse. Au niveau du centre antipoison, on a publié des revues et des publications scientifiques sur les intoxications médicamenteuses, les intoxications volontaires, les intoxications chez les enfants, des thèses, des mémoires ont aussi été encadrées au niveau du centre antipoison sur les intoxications médicamenteuses ou les médicaments en général. Je vous remercie de votre attention avec ce slogan. Les médicaments, oui, mais donc les médicaments sont là pour nous aider, mais il y a un grand mais derrière, donc il ne faut pas jouer avec ces médicaments. Merci beaucoup, professeur, pour cette présentation qui était très intéressante, instructive. Je suis sûre que vous avez très bien suivi, donc nous allons prendre des contributions et des questions. Si vous en avez, vous pouvez lever la main. Questions et contributions. Ok, il y en a derrière. D'accord. Oui, c'est ça. Donc, il attend un peu cette explication. Merci à vous. Merci. Au Sénégal, il n'y a pas de charbon activé. Maintenant, j'ai une question. Les produits sont de cadre et tout ça. Ce ne sont pas des charbons activés ou pas? Et je me présente au nom de Seydou Oumarou Abdelkader. Je suis étudiant en 3e année de médecine vétérinaire. En fait, ma question est, j'aimerais savoir si le non-respect des délais d'attente de l'utilisation des médicaments pour les animaux destinés à la consommation humaine n'entraîne-t-il pas l'intoxication et aussi la rame? C'est ça que j'aimerais savoir. Merci beaucoup, professeur Faye, pour cette brillante présentation. J'aimerais organiser mon argumentaire sur 2 points. Le premier, c'est déjà, vous avez parlé du charbon activé. Il va falloir déjà que le Sénégal commence. Déjà, on a des chercheurs. Professeur Saïd Omassa, il est là, il est de la chimie analytique. Il y a d'autres professeurs qui sont là. Quels sont les moyens que le Sénégal doit faire?
Après, les universitaires, ils doivent se décider maintenant. Il est temps, il faut qu'on puisse produire du charbon activé. Je crois que c'est deux procédures. Certes, il y a des procédures un peu compliquées, notamment la pyrolyse, etc. Donc, le chauffage à 1000 degrés et quelque chose comme ça. Mais c'est faisable, c'est faisable. Vous êtes des professeurs reconnus au niveau international. Maintenant, vous devez au moins, s'il vous plaît, chers professeurs, je vous demande, d'organiser soit des soutenances dans ce sens, soit en tout cas des programmes de recherche dans ce sens. Deuxième point, donc professeur Absa, donc il a dit dans la première cause d'appel au niveau du centre par donc c'est l'intoxication médicamenteuse. Donc elle n'a pas donné le pourcentage de l'automédication. C'est le pourcentage de l'automédication qu'elle a donné, mais elle n'a pas donné le pourcentage de l'interaction médicamenteuse. Et c'est un sujet extrêmement important. L'interaction médicamenteuse est un sujet à prendre en compte. Et on ne peut pas parler d'interaction médicamenteuse, de ces interactions médicamenteuses. Il faut qu'il y ait la pharmacie clinique au Sénégal. On ne peut pas rester. Il est temps qu'il y ait donc de la pharmacie clinique au Sénégal. Parce que déjà le médecin, d'accord, il a fait la clinique, mais le professionnel du médicament, c'est le pharmacien. Les interactions médicamenteuses, la pharmacologie, tout ça, c'est le pharmacien clinique. Donc il va falloir maintenant qu'on détende les horizons. Il va falloir qu'on passe la biologie de ce côté, le physique de l'autre côté. Voilà. Donc, je pense que c'est un sujet à prendre en compte. Donc, merci beaucoup. Et en fait, je voulais savoir, par exemple, face aux dégâts que cause le paracetamol actuellement, ne serait-il pas nécessaire d'interdire la délivrance des AINS en général, en particulier le paracetamol, sans ordonnance, pour minimiser les risques? Ma question, c'était, je voulais savoir si à partir des plantes médicinales, on pouvait avoir une intoxication grave. Parce que depuis lors, on parle d'intoxication via des médicaments. Voilà, la question serait, est-ce que via les plantes médicinales, on pouvait avoir des intoxications graves? D'accord. En cas de l'expression, si on apprécie les numéros, qu'est-ce que le temps que le service va prendre pour intervenir, pour ne pas être fatal pour le patient? Ta question, c'est le temps de réponse du numéro du centre antipoison. De l'étudiant, mais ça a été une question. C'est vous qui avez posé la question. Bien. Alors, en fait, le syndrome de Lyell, c'est une toxidémie. Donc, c'est une intoxication médicamenteuse liée à une hypersensibilité. Donc, il ne suffit pas de prendre une quantité importante pour faire un Lyell. Donc, juste un comprimé peut entraîner un Lyell. Et aussi, le médecin, s'il ne sait pas si le patient a des antécédents, pourrait expliquer cette toxidémie, il ne peut ne pas savoir. Certes, il y a des médicaments qui sont pourvoyeurs de Lyell. Et pour cela, il faut peut-être les prescrire avec beaucoup de précautions, faire une enquête, demander, poser des questions, etc. Voir s'il n'a pas eu de réaction allergique avant, etc. pour éviter cela. Mais c'est au cas par cas. Une autre personne pouvait prendre le même cocktail que vous avez expliqué et ne pas présenter le syndrome de Lyell. Donc je dis pour cela qu'il n'y a pas d'intérêt à porter plainte, n'est-ce pas, pour le syndrome de Lyell. Alors, le charbon activé, ce n'est pas le carbone. Le carbone, certes, c'est du charbon qui va absorber les gaz, donc en cas de flatulence, etc., de troubles digestifs. Mais le charbon activé, il y a votre collègue qui a parlé de cette production locale possible. Hein, j'encourage, ce n'est pas possible, hein, mais il faudrait bien, parce que c'est juste une technique de pyrolyse pour pouvoir augmenter la surface d'absorption, parce qu'il ne s'agira pas d'absorber les gaz, mais d'absorber les comprimés. Donc le charbon activé va complexer le comprimé dans le tube digestif et après, ça va être éliminé par les voies, par la voie fécale. Donc, ce n'est pas la même chose que le charbon activé. Bon, le charbon activé souvent est utilisé, hein, est-ce efficace, est-ce n'est pas efficace? Ça, c'est un autre problème parce que ça, en tout cas, ça ne va pas absorber autant que le charbon activé. J'ai vu, par exemple, pour les cas d'intoxication aux pesticides,
les cultivateurs, les agriculteurs mangeaient carrément du charbon. Ils pilent le charbon de bois, ils tamisent en poudre et ils mangent carrément. Quand ils sont exposés, ils mangent le charbon. Est-ce efficace ou pas? C'est dans le cadre de la recherche qu'on doit peut-être voir si c'est efficace pour cela. Alors, donc j'ai aussi répondu à cette production locale, je suis tout à fait d'accord, si possible. Alors, l'appel au centre antipoison, j'ai donné le pourcentage d'intoxication médicamenteuse. 23 et quelques, 24%, ça fait environ donc, le quart de la base de vie. Donc, c'est important. Les interactions médicamenteuses, certes, on ne les a pas identifiées, particulièrement parce qu'en général, les interactions médicamenteuses ne s'expriment qu'environ 2% à la clinique. Rarement on peut pouvoir identifier à la clinique une interaction médicamenteuse. Mais c'est très important, cette pharmacie clinique. Tout à l'heure, votre collègue, la modératrice, m'a présenté en tant que seul médecin en toxicologie. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, même au CAMES, je n'ai pas pu être évaluée par des toxicologues parce qu'il n'y en avait pas en médecine. Et le médecin qui m'a évaluée est un médecin, mais qui a fait la pharmacologie, donc pharmacologie clinique. Et il m'a donné comme troisième épreuve les interactions médicamenteuses. Donc je ne sais même pas comment j'ai fait pour m'en sortir. Parce qu'après, même dans le jury, on me demandait comment vous avez fait pour connaître tous ces médicaments. Bon, c'est peut-être un peu avec la pharmacovigilance que j'ai beaucoup pratiqué qui m'a aidé à faire cela. Parce qu'en pharmacovigilance, bien sûr, il faut connaître les médicaments et les mécanismes d'action des médicaments. Alors, le paracétamol, délivrance ordonnance, on va voir, ça c'est la réglementation. Mais il faudra tout le temps avoir une base scientifique pour arriver à cela. Et cette base scientifique, c'est peut-être pouvoir, de manière exhaustive, enregistrer les cas d'intoxication liés au paracétamol et pouvoir, bien sûr, mettre en place des mesures, des stratégies de prévention. Déjà, en dernière diapo, ce que j'ai montré pour l'Agence française, qui a mis sur les boîtes de spécialité surdosage dangereux. Donc, ces publicités, ça va peut-être inciter à faire attention dans cette... mais les populations restent encore très têtues. Une fois, j'étais au Mexique, j'ai vu des panneaux publicitaires où c'était écrit le tabac rend impuissant. Et il paraît que quand on a mis cela, le taux de tabagisme avait baissé. Et pourtant, sur nos boîtes de cigarettes, on met un cancer vilain avec tout ça, mais ça n'empêche pas que la personne va aller même acheter. Le fumeur que j'avais vu avec une boîte de cigarettes avec tous ces cancers, j'ai dit, mais tu as vu tout ça? Il me dit, même tu es combien? Alors lui, il s'en fout. Par contre, l'impuissance, le tabac rend impuissant, eh bien, on arrête de fumer. Donc, il faut peut-être des stratégies de ce type. Alors, le paracétamol, franchement, là, c'est un problème. Parce que c'est un médicament qui est efficace, c'est un médicament qui ne coûte pas cher. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? En tout cas, ça, je pense qu'il faut une bonne base scientifique pour pouvoir arriver à lutter. Moi, une de mes grand-mères prenait tous les matins 2 comprimés de 1 gramme de paracétamol. Elle me disait c'est gnoquette. Tout le temps, j'ai tout dit. Elle me dit non, moi si je ne prends pas ça, j'ai mal partout. Donc elle va faire une intoxication chronique. Alors les plantes médicinales, bien sûr, peuvent entraîner. Mais attention, plantes médicinales, il faut faire la différence entre plantes médicinales et les plantes qui sont utilisées. Au centre antipoison, on enregistre beaucoup de cas quand même un peu moins que les médicaments, mais des intoxications à base de plantes. Des plantes vendues au marché Tilène, dans les rennes, les trucs, sans pour autant qu'on sache, et qui entraînent beaucoup de layers. Si vous allez en dermatologie, les layers, le plus souvent, c'est les plantes. Les plantes vendues sans qu'on puisse savoir c'est quoi. Des feuilles, moi on m'apporte au centre antipoison des feuilles, des tiges, des fois j'amène chez mes collègues en pharmacie, donc pour voir c'est exactement quoi, mais c'est difficile. Des fois c'est des décoctions carrément, une bouteille. Une fois on a eu à analyser et on a vu qu'il y avait même des comprimés
Donc, un principe actif qui est associé à cette décoction. Donc, il pose des problèmes. Par contre, les plantes médicinales, c'est bien conventionnel. Et donc, on en a parlé tout à l'heure. Et bien sûr, pour cela, il faudra faire la vigilance, la phytovigilance. Pour voir, est-ce que ça entraîne des cas graves, est-ce que c'est lié, est-ce que c'est bien lié à autre chose. Donc, pour cela, il faut carrément une phytovigilance à mettre en place. Donc, la dernière question, si je n'ai pas sauté de question, c'est le temps de réponse au centre antipoison. L'appel, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. À cause de tous ces aléas de serveurs et autres, c'est pour ça qu'on a un numéro orange à côté, pour qu'on soit plus joignable. Parce que le numéro, par exemple, ce n'est pas un numéro vert, pour juste préciser, c'est un numéro d'urgence. Parce qu'on recevrait tellement d'appels parasites qui nous permettraient de même pas bien travailler, et finalement, on l'a mis en numéro d'urgence. C'est-à-dire que ce n'est pas le crédit que vous avez qui va... il faut un crédit, mais il n'est pas autant évalué par rapport au crédit normal. Et quelquefois, on a la possibilité de vous rappeler, parce que c'est dans le cadre de la toxicovigilance qu'on doit pouvoir surveiller aussi ces cas d'intoxication. Je pense que c'est la dernière question, si vous voulez. Merci. Poison de lit en stage, on m'appelait pour me dire ah, mon chat, mon chien, et c'est comme si je m'en occupais pas. Mère du moment sonal. Alors que quelquefois, les chats et les chiens sont très importants chez les vieilles femmes, les vieilles mamans en France. Alors, le respect, c'est important. Le respect c'est comment vous l'appelez, le respect d'attente, délai d'attente, voilà, le respect des délais d'attente pour les animaux qui sont sous traitement. C'est très important. Un animal qui, on traite par exemple, les antibiotiques, c'est reconnu. Pour les antibiotiques qui sont utilisés chez les animaux, ça entraîne une résistance là, donc cette résistance antimicrobienne, c'est confirmé. Pour les cas d'intoxication, peut-être une intoxication chronique, mais aiguë, non. Par exemple, un sujet qui consomme une viande, on parle de contaminants, donc des contaminants médicamenteux, etc. Ça s'appelle des contaminants de la viande qui peuvent entraîner peut-être des effets mineurs. Mais l'intoxication aiguë, c'est souvent lorsqu'il y a une exposition, une quantité importante dans un délai, donc court, en général, de moins de 24 heures. Mais dans le long terme, on peut peut-être voir dans ce cas si ça peut entraîner des effets. Et c'est au cas par cas. Mais les antibiotiques, c'est reconnu que ça peut entraîner des résistances. Donc il faut respecter le délai avant d'abattre. Et je pense que ça, c'est déjà contrôlé au niveau de sauvegarde. C'est bien ça. L'abattage, n'est-ce pas, monsieur le vétérinaire? Je pense que c'est... Communication, mais également ces réponses éclairées. Je voudrais peut-être rapidement apporter une contribution en commençant par là où elle a terminé. Effectivement, la notion de délai d'attente est une notion extrêmement importante en médecine vétérinaire. L'automédication, on a abordé sous l'angle de la médecine humaine, mais en médecine vétérinaire, je crois que c'est encore plus prépondérant en fait. Tous les éleveurs ici de moutons de la Dôme, ils soignent eux-mêmes leurs bêtes. Donc, c'est l'usage d'antibiotiques, d'anti-inflammatoires, d'antalgiques. Malheureusement, surtout en cette période, parce qu'on dit tout souvent au cours sur les régimes de médicaments vétérinaires en bromatologie 3e année, de faire attention à un mois et demi du data, parce qu'il ne faut pas donner certains médicaments qui ont des durées de vie très longues. Ça reste à l'état de trace dans l'aliment, on le consomme, ça se retrouve dans l'organisme à des doses très faibles, et ça déclenche les phénomènes d'antibiorésistance. Et l'antibiorésistance ou la résistance aux antimicrobiens, c'est l'une des menaces mondiales actuellement. Le rythme d'apparition des résistances, il est inversement proportionnel au rythme de découverte de nouvelles molécules. Donc si on y prend garde, bientôt on sera désarmé, plus aucune molécule efficace contre l'infection bactérienne, l'infection de manière générale. Ça, c'est un autre élément, c'est par rapport aux interactions médicamenteuses. C'est de plus en plus une réalité. Je rappelle que nous avons une base de référence de 10 000 médicaments actuellement dans le pays et il est extrêmement difficile aux pharmaciens de tout retenir en tête. Et surtout l'exercice personnel. D'où l'intérêt
d'explorer de nouvelles voies, l'intelligence artificielle, les logiciels qui permettent, dès que vous mettez l'ordonnance, de détecter tout de suite les interactions. Et ça peut commencer même dès la prescription. Avec le dossier patient, si on intègre, si on l'ouvre davantage aux officines, aux prescripteurs, ça permet à un médecin de voir que le logiciel va bloquer son ordonnance parce qu'il a mis 2 médicaments qui sont incompatibles, surtout selon le profil du patient. Et à l'officine également, pareil, ça permettra de limiter au maximum le risque de souffrir de ces interactions médicamenteuses. C'est difficile de tout retenir en tête, malheureusement. Troisième point d'intervention, c'est par rapport au charbon activé, ça, effectivement. Alors, vous êtes des chimistes, c'est ça le charbon de la pharmacie, on va quitter les médicaments, on va retourner à la base de la chimie. Alors, c'est quoi le charbon activé? Alors, le charbon activé, c'est une substance qui résulte d'une carbonation, n'est-ce pas? Vous avez parlé de pyrolyse derrière. Ça peut être d'origine animale, c'est les eaux qu'on carbonise. Ça peut être d'origine végétale à partir de certaines plantes, de coque d'arachide, etc. Et on l'active pourquoi? Parce qu'il doit absorber. Alors, j'appelle que l'absorption, c'est un phénomène de surface, comme on le dit. Il y a une fixation du toxique à la surface du produit et ça permet de l'éliminer. C'est différent de ces substances qui absorbent, qui est un phénomène interne, tout simplement. Mais le charbon activé a cette faculté d'avoir une grande surface spécifique. C'est des centaines de milliers de mètres carrés sur une petite graine comme ça. Et c'est très poreux et ça permet de traiter certaines intoxications avant que le produit ne pénètre dans la circulation générale en fait. C'est un peu le même mécanisme que les complexants, comme le DTA, que vous connaissez très bien, l'acide éthylène diamine tétraacétique que vous appelez en deuxième année. Complexation des cations bivalents par Y4- que DTA. Réaction de complexation, on joue sur une différente affinité entre le toxique et le DTA sur des éléments comme le calcium, le magnésium, et ça permet de le fixer et de l'éliminer par voie urinaire ou si c'est celui par voie fécale. Voilà. Et donc, pour répondre à l'interpellation de l'étudiant sur la nécessité de produire nous-mêmes nos médicaments, il faut savoir que à l'université, notre vocation, ce n'est pas une industrie. L'industrie répond à des exigences de rentabilité, à des exigences de coût de marché. Quel est le besoin en charbon activé abstrait? Quelle est la prévalence, n'est-ce pas, de ces industries? Il faut des données pour voir est-ce que c'est rentable de se lancer dans cela. On ne se lance pas pour investir de l'argent à perte sans pouvoir s'en sortir. C'est coûteux. Les phénomènes d'activation, la pyrolyse, le traitement par acide phosphorique, ce sont des opérations extrêmement coûteuses de purification, de fonctionnalisation qui ont un coût et il faut être sûr que le coût de production puisse être couvert par le marché, n'est-ce pas, par le marché. Et donc, Absal l'a dit, effectivement, on a vu il y a quelque temps une vidéo sur TikTok ou sur les réseaux sociaux où une personne nous montrait que si vous avez une intoxication chronique, mangez du charbon, c'est le charbon qui écrase, c'est du charbon. Mais ils sont à une étape du processus de production du charbon activé, puisque cette carbonation-là crée également beaucoup d'impuretés en même temps, et dont l'ingestion également peut amener d'autres complications. Le réflexe n'est pas si anodin que ça, effectivement, ils sont sur le processus, mais ce n'est pas encore complètement achevé. Il faut s'assurer que ce que vous prenez également n'est pas nocif pour vous, n'est pas nocif pour votre santé. C'est possible, il y a des travaux, c'est la chimie physique dans le labo, il y a des travaux avec Valdeil sur ça, pour comparer ces carbone avec des tentatives des essais de production de charbon activé. Moussa Diop est là en pharmacie carène, il connaît le charbon activé, etc. C'est lui le galénicien, moi je suis un chimiste analyste, je m'assure que ce qu'il fait est de bonne qualité. Voilà, il n'y a pas de stratégie de contrôle, de détection, mais en tout cas, le charbon, on s'en sert beaucoup. Tout ce qui est absorbant, on s'en sert pour absorber, pour purifier les substances naturelles au laboratoire. Voilà donc ce que je voulais dire. C'est souvent le besoin qui commande souvent la recherche, qui commande la mise au point de produits, etc. Et je crois que ça, vous avez des formations hospitalières à l'hôpital. Il faut s'en nourrir à eux et ils pourront, dans
le processus de comment saisir la PNA, la pharmacie nationale d'approvisionnement, qui a cette mission de disponibiliser les produits de santé au niveau des hôpitaux en particulier. Voilà donc ce que je voulais apporter comme contribution à ces préoccupations qui ont été posées dans la place. Donc, parler par exemple tout de suite de des gens qui sont sur TikTok, qui proposent des choses qui sont en réalité nocives à la population. C'est que ma contribution personnelle, ça serait que en ce moment, on n'a pas industriellement les moyens de faire ce genre d'activité. Mais comme alternative, c'est de proposer des alternatives qui sont plus safe pour la population. Parce que si ceux qui doivent parler ou communiquer ne communiquent pas, finalement, ceux qui ne doivent pas le faire le font et c'est malheureusement la population qui est en péril. Donc, ce serait ma contribution personnelle. La politique, hein. Donc, à présent, nous allons réserver un moment spécial à nos partenaires dont la contribution a permis de réaliser cet événement, notamment le laboratoire CERAV avec Roche Posé, n'est-ce pas? Donc, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bonsoir, chers collègues. Bonsoir, chers maîtres. Nous sommes très heureux d'être à votre côté aujourd'hui pour ces journées très importantes scientifiquement, mais également très pertinentes. Et souhaitons à tous et à toutes une bonne assimilation. Et notre présence aujourd'hui va porter sur l'hyperpigmentation, la sensibilisation sur la dépigmentation et vous accompagner dans votre pratique quotidienne pour une meilleure prise en charge des pathologies cutanées. Bon, avant d'entrer dans le vif du sujet, rappelez que la plupart des pathologies cutanées sont dues à un trouble du microbiome cutané. Et ce microbiome cutané est un écosystème complexe qui fait l'objet de recherches très convoitées par le milieu de la cosmétique, la dermocosmétique. Et aujourd'hui, la Roche-Posay a été le premier labo dermocosmétique à s'être intéressé pour une meilleure compréhension de cette complexe écosystémique, mais également permettre des prises en charge des pathologies cutanées et un bien-être. Pour cela, la Roche-Posay, laboratoire dermatologique mis en place par des dermatologues, aujourd'hui propose le MELA B3, qui est une nouvelle innovation avec un tout nouveau mécanisme d'action. Longtemps utilisé, nous avons l'hydroquinone, qui provoquait de l'onchronose. Nous avons la butine, qui est juste une hydrolyse de l'hydroquinone. Nous avons également le niacinamide et le trenaxate acide qui développaient des irritations cutanées, de l'onchronose connue aujourd'hui sous le nom de tiaret, mais également des irritations de la peau. Avec le MELA B3, nous proposons un tout nouveau mécanisme d'action. Il agit en amont, en inhibant la synthèse de l'excès de mélanine. Il agit sur les précurseurs comme la DHI, la DHICA et la dopamine, ce qui va entraîner une inhibition de la synthèse de l'excès. C'est-à-dire la mélanine va être synthétisée normalement, mais plus en excès. Et c'est cet excès qu'on retrouve sur la peau. En plus du mélazine, nous avons d'autres actifs qui sont présents dans notre formule qui est le MELA B3. Nous avons l'acide hyaluronique et la glycérine qui vont permettre une bonne hydratation de la peau. Nous avons également la LHA-rétinylpalmitate qui va exfolier et permettre le renouvellement cellulaire. Nous avons la carnosine qui va avoir un effet antioxydant, donc anti-âge. Le niacinamide, une action anti-inflammatoire, mais également l'extrait de cystosera qui va avoir une stimulation de la DKK1, c'est-à-dire qu'il va agir de la même manière qu'on a au niveau de la paume des mains et de la plante des pieds. Comme vous observez chez moi, je suis noire, mais la paume des mains et la plante des pieds est plus claire. Parce qu'il y a un mécanisme d'inhibition naturelle de la synthèse de l'excès de mélanine au niveau de la paume des mains et de la plante des pieds. Et tous ces actifs qui sont présents dans le MELA B3 vont permettre d'avoir une formule complète pour cibler simultanément plusieurs mécanismes impliqués dans les troubles de l'hyperpigmentation.
Et nous allons projeter une seule étude pour confirmer cette efficacité du MELA-B3 par une mesure instrumentale. Comme vous le voyez, en brun, nous avons les taches sur les zones traitées par le MELA-B3 et qui sont exposées. En orange, nous avons la zone traitée par le MELA-B3 et qui est exposée. Et en gris, nous avons les zones non traitées et non exposées, c'est-à-dire la couleur naturelle de la peau, comme par exemple les cuisses ou le ventre. Et qu'est-ce qu'on observe? En 3 semaines d'utilisation, que les taches se rapprochent nettement du teint naturel de la peau. Cela va permettre de juger sur l'efficacité. Le MELA-B3 a les mêmes efficacités que l'hydroquinone, mais avec une meilleure tolérance. Et aujourd'hui, pourquoi être présent aujourd'hui pour vous présenter le MELA-B3 sur la prise en charge de l'hyperpigmentation? La prévalence observée ici, excusez-moi, par cette étude menée par l'ISPOT, entre décembre 2022 et février 2023, dans le monde, donc, sur 48 000 personnes interrogées, dans 34 pays, avec une population ayant un tranche d'âge supérieur à 18 ans, dans la zone sud-saharienne, en Afrique du Sud, en Côte d'Ivoire, au Kenya, et là-bas, personnellement, plus spécifiquement sur 5 000 personnes, on a mesuré la prévalence pour observer la prévalence de l'hyperpigmentation sur cette population. Qu'est-ce qu'on observe? La prévalence est de 50%. C'est-à-dire 50% de la population se sent touchée par l'hyperpigmentation. Et on observe l'hyperpigmentation axillaire, mais également l'hyperpigmentation post-inflammatoire qui sont les plus fréquents. Et l'hyperpigmentation, au-delà des taches, a un très grand impact sur la qualité de vie des patients. Et donc, aujourd'hui, en tant que pharmacien, en tant que médecin, vous avez le devoir d'améliorer la qualité de vie de ces patients en adoptant des traitements efficaces et sûrs, sans effet secondaire, bien sûr. Et en plus de la prévalence, nous avons mesuré le score DLQI, qui est l'indice de l'hyperpigmentation sur la qualité de vie des patients. Cet indice, dans la zone subsaharienne, plus spécifiquement même le Sénégal, parce que cette étude a été menée également ici à l'IHS avec le professeur Fatma Teli, on observe que l'indice est de 31%. C'est-à-dire, le score montre ici que dans la zone subsaharienne, le score est élevé par rapport au reste du monde. Et ceci permet de confirmer que l'hyperpigmentation a un très grand impact sur la qualité de vie des patients et que l'attente dans la prise en charge et l'efficacité du traitement est vraiment grande. Et en ce même temps, pour vous accompagner pour une meilleure amélioration de cette prise en charge, La Roche-Posay vous accompagne avec le MELA-B3. Et il faudra toujours potentialiser votre traitement avec un écran solaire. Et l'écran solaire qu'on vous propose ici, c'est l'Antelios UV 400 qui présente 3 références en fonction des différents types de peau. Vous avez en jaune le fluide invisible pour les peaux mixtes, c'est-à-dire ceux qui ont la zone T plus brillante que l'extrémité du visage. En bande vert, vous avez le oil control pour les peaux grasses et en mauve pour les peaux présentant des taches, c'est-à-dire qui ont une hyperpigmentation. Donc, dans le cas de l'hyperpigmentation, il faudra nettoyer avec le MELA-B3 gel, corriger, traiter avec le MELA-B3 sérum et terminer par protéger avec l'Antelios UV 1400 anti-tache, avec la bande mauve qui associe les 2 meilleures technologies aujourd'hui, à savoir le Mélazine et le Mexoril 400. C'est bon? Merci pour l'écoute et la compréhension. S'il y a des interventions, nous sommes très ouvertes. Merci beaucoup pour votre présentation. Donc, nous arrivons presque à la fin de cette cérémonie. Donc, nous allons passer à une remise de diplôme pour des personnes qui ont grandement contribué à la réussite de cette activité. Comme l'a si bien dit la présentatrice, Madame, merci. Je pense que vous pouvez continuer, peut-être que c'est la liste qu'elle n'a pas.
Donc, nous allons, au nom de la PHA, rappeler Madame Rose, c'est ça. Donc, pour bien vouloir recevoir le diplôme de reconnaissance et de remerciement de la part de la PHA, décerné au laboratoire de CERAV. Merci. Et le diplôme là, sera remis par le docteur Moussa Diop, qui malheureusement est sorti, peut-être on va l'attendre, qui est, je rappelle, un ambassadeur de la PHA, le docteur Moussa Diop. On remercie beaucoup aussi. Donc on va... voilà, merci. Merci docteur. Donc vous allez remettre un diplôme de reconnaissance et de remerciement au laboratoire de CERAV. Merci. En tant qu'ambassadeur de la PHA. Allez, merci. Juste rappeler que nous avons juste un stand qui est devant la porte et il y a différentes références sur nos produits que vous pourrez découvrir. Merci. Merci de bien vouloir les applaudir encore. Merci. Donc, après, un cadeau sera remis au docteur Pape Kandi, qui a beaucoup contribué ici. Merci. Et le cadeau lui sera remis par Ablaye Sow, membre de la commission pédagogique de la PHA. Merci docteur, ce vos applaudissements encore une fois, merci. Merci beaucoup docteur pour tout. Et maintenant c'est M. Kaïma Moussa Faye, le président de la commission pédagogique de la PHA, qui a beaucoup fait et qui a fourni beaucoup d'efforts pour réaliser cette activité, qui va remettre un cadeau au professeur Absalam. Merci, sur votre applaudissement, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Encore une fois, sœur. C'est vrai que ça a pris beaucoup d'efforts. Il est venu me contacter, je l'ai renvoyé, il est revenu, on l'a renvoyé, il est revenu. Donc, il n'a pas arrêté, donc franchement, je pensais que c'était lui le président même. En tout cas, merci pour tout, merci pour le cadeau. Merci beaucoup. Encore une fois, merci professeur. Merci, ce n'était pas évident malgré l'emploi du temps très chargé. Elle a reporté son voyage pour vraiment pouvoir nous faire cette présentation. Merci beaucoup encore une fois, c'est votre applaudissement. Et maintenant, enfin, c'est le président de la Pharma Healthcare Assistance, Omar Salaba, qui va remettre un cadeau à cette personne qui a aussi beaucoup aidé, beaucoup fourni, à savoir, à l'occurrence, je veux appeler le parrain, cher professeur, cher Omar. Merci de bien recevoir votre cadeau. Merci, c'est vos applaudissements. Merci beaucoup encore une fois.
Donc, voilà, le programme continue. Mot de remerciement, merci pour ce cadeau. Merci également à l'ARP, l'Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique, à travers son directeur général, Dr. Adil Diouf, qui a beaucoup facilité l'organisation de cet événement. Comme Absal a dit, ils sont tenaces. Moussa et ses amis sont très tenaces. Je vois le thème de ma voix, ça a eu beaucoup de fatigue, beaucoup de travail. Et j'avais l'activité prévue même aujourd'hui. Ils ont tellement insisté. Dans mon bureau même, j'ai appelé directement Bayo à l'ARP pour essayer de trouver une solution. Et c'est dans mon bureau qu'on a décanté beaucoup de choses sur un coup de téléphone. Et ça traduit une qualité, c'est la persévérance, l'endurance. Atihona sabri wa salati, le lama sadi. Il faudra être persévérant, endurant et dire avec les endurants. C'est tout seulement cela. Et je crois que cette activité aujourd'hui est une illustration de ce verset coranique. Et je voudrais, si vous permettez, appeler ici l'équipe de l'ARP. Vous voulez prendre avec moi ces photos. Mais moi, j'aimerais bien quand même qu'ils prennent une photo avec moi. Et elle capte aussi, hein. Merci de rester, Madame Docteur Khadija et Docteur Mamadou. Donc, on vous prie de recevoir, de bien vouloir attendre. Donc, on n'avait pas oublié, c'est comme l'a dit le professeur tout à l'heure, à 70%, c'est grâce à l'ARP. C'est grâce à l'ARP qui n'ont cessé quand même de contribuer toujours sur le plan financier aux activités de la faculté. Tout le monde, au nom des étudiants, même du décanat, nous cessons de remercier. Donc, on les remercie encore et encore, et on les remerciera jamais assez. Au nom de tout l'ARP, du directeur, Dr. Ali Diop, maintenant, ça a été prévu de faire en douce, de faire une mobilisation à l'est là-bas. Donc, les remettre le cadeau, mais on signale que c'est fini, c'est prêt, donc on va les mettre devant tout le monde. Et je pense que je vais m'en charger moi-même, Ousmane Diallo, en tant que secrétaire général de la CAF. Merci. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Donc, chers invités, nous venons à encore presque la fin de cette cérémonie. Nous remercions grandement nos intervenants, le parrain, les partenaires et vous, tous les étudiants qui avaient participé à ce moment d'échange et de partage. Nous vous remercions pour votre attention et votre dynamisme. Maintenant, nous vous invitons à partager un moment de convivialité et vous pouvez rester sur place, les collations viendront à vous. Et ensuite, nous allons juste passer à la visite des stands et du laboratoire de SIGAS. Merci à vous. Merci beaucoup.